Maintenant que tu es à genoux, Franklin Roosevelt baise la semelle de mes bottes. Oh, très bien. Lève-toi maintenant, tu es un excellent serviteur. Pour te récompenser, je te permets de te faire lécher les bottes à ton tour par Ivan Ivanovitch Churchill. Churchill, viens me lécher les bottes. Voilà. Petit père. Est-ce que tu es Winston? Camarade de Staline, qui me léchera les bottes à moi? Ah, à toi, patience, camarade. Je viens de recevoir un message de Bogomolov. Il m'annonce la prochaine arrivée du général de Gaulle. Du grand général de Gaulle. Je l'ai réservé pour toi, Vénard. Tu auras un général à tes pieds, à la semelle de tes pieds. Et lui, petit père génial des peuples, qui lui léchera les pieds? Lui? Oui, petit père. Oh, oh. Personne. Je ne voudrais tout de même pas. Roosevelt, ce n'est pas grand-chose pour moi. Churchill, encore moins. Mais de Gaulle, lui. Je n'ai rien du tout. Et pendant ce temps, Vichy continuait imperturbable à bêtifier gentiment. Voici Abel Bonnard. Je suis heureux de signaler à l'attention et à l'intérêt du public le concours de la plus belle lettre, ouvert à tous les petits Français qui comptent un parent proche parmi ceux qui sont partis. Comment de loin pouvez-vous leur faire sentir que votre pensée est près d'eux? Toi. En lui écrivant, monsieur. Bien. Mais que leur dites-vous dans ces lettres? Que je voudrais bien leur voir. Monsieur, que je serai sage à la maison pour qu'ils soient contents. Et encore? Moi, que j'obéis à maman et que je l'aide. Je trouve émouvant que vers la fin de l'année, quand Noël va ramener le fantôme des jours heureux parmi les jours sombres, ce soit les enfants de France qui interviennent pour faire sentir à leurs parents éloignés que leur famille les aime plus encore que s'ils étaient là. Le 5e Noël de guerre approche en effet. Chacun voudrait croire que c'est le dernier. C'est ce que souhaite Jean-Pierre Aumont lors d'un passage à Alger. Mes chers amis, de passage à Alger, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous. J'en suis heureux parce que quand je suis arrivé en Afrique du Nord, j'ai trouvé auprès de mes camarades beaucoup d'Américains et d'Anglais et aussi beaucoup de Canadiens. Pendant la guerre 14-18, les Canadiens se sont immortalisés à Vigny. Dans cette guerre, ils ont marqué de leur sang, à Dieppe, leur amour de la France. Radio Vichy se tourne vers cette même Algérie avec une émotion qui semble d'une rare inconscience, à moins que ce ne soit de l'humour provocateur. Voilà, il suffit de faire franchir au chant de ces cloches qui sonnent pour le divin enfant une mer bleue que la guerre, hélas, ensanglante, pour que nos auditeurs français de l'Afrique du Nord retrouvent le ciel où frémit ce bronze, le ciel qu'ils ont connu paisible et qui, depuis... À tous ceux dont les territoires sont occupés par des troupes étrangères, à tous ceux qui, plus ou moins confusément, souffrent de ne pouvoir se sentir étroitement unis à leurs frères de l'Hexagone français. Je veux leur dire que nous avons au cœur une immense espérance. Et que cette espérance repose sur le passé de notre maréchal. Je veux leur dire, nous qui voyons à chaque instant Pétain, le chef légitime de tous les Français, nous l'aimons, nous l'admirons, et nous savons qu'il sauvera la patrie. Hier, je le regardais, au sortir de son cabinet de travail, alors qu'il allait prendre un peu d'air et de soleil sur les quais de l'Allier, où son passage suscite toujours cette émotion, vous savez, qui fait monter les larmes. Noël 43, Noël de guerre, Noël d'une France malheureuse, Noël des séparés, mais Noël de toujours, Noël d'espérance, Noël, Noël, Noël. Montgomery, désigné pour commander le débarquement, fait ses adieux à la 8e armée. I am speaking from my headquarters in Italy to the officers and men of the 8th Army. In this great army are soldiers from every part of the empire, from Great Britain and Ireland, Canada, New Zealand, South Africa, Australia, India, and many other places. This is a truly imperial army. I have to go away,
I have been ordered to take command of the British armies in England that are to operate. C'est à Ortona, avec les troupes canadiennes, que nous entendrons cette année la messe de Noël. Noël 1943. Pour la première fois de la guerre, des soldats canadiens passent Noël sur la ligne de feu. Un Noël dans la boue et à la pluie d'attente, avec l'espoir de redonner au monde et à tous ceux pour lesquels aujourd'hui ils ont eu une pensée spéciale, la paix la plus complète. Le seul refrain qu'entendent nos combattants est celui de leurs mitrailleuses. Les Alliés n'avancent que très lentement en Italie, où les conditions de terrain sont très favorables à la défense. Jean-Hérol Paqui fait le panorama de la situation en fin 1943. La 5e armée du général Clark, qui s'en voudrait de faire mieux que la 8e, s'est naturellement gardée de prendre les villages cités ici même hier soir, Acquafondata et Cardito. Mais elle aurait, paraît-il, réussi à s'installer sur une hauteur à l'est du premier de ces villages. Et l'agence Reuters, éblouie d'un tel succès, de faire savoir au monde qu'à la suite de cette opération, la bourgade de Filignano est désormais à 8 km à l'arrière du front. Elle était ces jours derniers à 6 km, on admet donc qu'il y a enfin un notable progrès. Mais la pluie tombe continuellement dans ce secteur, et la rivière Gariglione est devenue un fleuve, ce dont les Allemands ont profité pour lancer une contre-attaque heureuse qui a chassé les Américains de quelques collines situées dans la région du Monte Cavallo, autour de Mignano. Je ne crois plus au Père Noël, c'est bien dommage de ne pouvoir avec le temps garder toujours un cœur d'enfant. Je ne crois plus au Père Noël. Benito Mussolini croit-il encore au Père Noël? Il n'est plus que le fantôme du glorieux Duce qui signait naguère le pacte tripartite. Nel giorno anniversario della firma del patto, il governo della Repubblica Sociale Italiana riafferma nella maniera più categorica e solenne la sua ideale e concreta solidarietà con la Germania e col Giappone. Connaissez-vous l'hôtel d'être canard? Quand on y va bien plus vite, on en part. Si par hasard, un jour vous y allez, tout comme moi, jamais vous n'y reviendrez. Ciano, De Bono et 3 autres hiérarques qui avaient voté contre Mussolini au Grand Conseil du 24 juillet 1943 sont exécutés le 11 janvier 1944 à Vérone. Vous allez entendre Monsieur Philippe Henriot. La quintuple exécution de Vérone a, même en notre monde baigné de sang de toutes parts, étreint de stupeur une opinion depuis longtemps apathique et qui, gorgée d'émotions prodigieuses depuis plus de 4 ans, a réagi devant cet épisode qui contient pourtant moins de pathétique encore que les événements quotidiens. C'est que le côté dramatique et shakespearien de ce procès, le mot grandiloquent mais d'une allure toute romaine dans son romantisme, du procureur lançant aux accusés son verdict « Je jette vos têtes à l'histoire ». Tout cela surprend comme un anachronisme. On était déshabitué de ces procédures rapides complétées par des sanctions immédiates, et c'est pourquoi la fusillade de Vérone a été entendue dans le monde entier par-dessus le fracas terrifiant des combats universels. Ce début de 1944 est marqué pour la France par la conférence de Brazzaville. Le poste pirate, intitulé Brazzaville 2, ironise sur ce qu'il appelle le cirque gaulliste. L'accord est nécessaire entre les Français. Or, De Gaulle et Giraud ont montré qu'ils étaient seulement capables de se mettre d'accord pour nous couillonner et non pour nous mener à la victoire. De Gaulle et Giraud doivent donc disparaître de la scène politique. Il leur restera la scène tout court pour continuer leur pitrerie. La direction du Roosevelt and Churchill Circus se fera un plaisir, rien de voir, de leur procurer les certificats élogieux qui leur ouvriront toutes grandes les portes de Medrano ou de Barnum, où les attend la défroque de Gugus. Ici, Radio Brazzaville 2 sur la bande des 49 mètres.
poste de combat pour la liberté et l'indépendance de la France éternelle et indivisible. La conférence est ouverte le 30 janvier par René Pleven, commissaire aux colonies. La journée d'aujourd'hui marque à la fois le terme et le commencement d'une étape. Mais la réunion de cette conférence africaine emprunte aux circonstances de l'heure une autre signification. Sa convocation est l'indice que commence une phase nouvelle du redressement français. Elle démontre que nous entendons que de même qu'elles prirent leur part de nos malheurs, les populations françaises ou autochtones de notre empire soient pleinement associées aux bienfaits que nous espérons de son renouveau. Car, messieurs, si le moment choisi pour réunir cette conférence, convoquée en pleine guerre, et le sol métropolitain envahi, si le lieu adopté pour tenir ses assises au centre même de l'Afrique et dans l'atmosphère coloniale la plus militante qui se puisse trouver, suffirait à lui donner un caractère exceptionnel, elle se distingue pour des raisons plus profondes et bien significatives de l'orientation des pensées de la France qui combat et qui renaît, de celles qui, dans les années de paix, l'ont précédée. Le président de l'Assemblée consultative d'Alger, Félix Gouin, apporte l'appui des politiques. Mon général, monsieur le commissaire aux colonies, messieurs les gouverneurs, mesdames, messieurs, l'Assemblée consultative provisoire, qui rassemble en son sein les éléments les plus représentatifs de l'opinion française, ne pouvait pas être absente de la conférence de Brazzaville. Si elle a tenu à s'y faire représenter par une importante délégation, c'est d'abord parce qu'elle voulait apporter le salut reconnaissant de la mère patrie à nos terres d'empire, dont le sens national et la fidélité au drapeau ne se sont jamais laissés obscurcir par les fumées de la trahison. De Gaulle, seul président du comité de libération depuis le 9 novembre, expose ses vues sur l'avenir de l'Empire. Si l'on voulait juger des entreprises du présent, d'après les errements anciens, on pourrait s'étonner que le gouvernement français ait décidé de réunir en ce moment-ci la conférence de Brazzaville. Attendez, nous conseillerait sans doute la fausse prudence d'autrefois. La guerre n'est pas à son terme. Encore moins peut-on savoir ce que sera demain la paix. Et puis, la France n'a-t-elle pas des soucis plus pressants que l'avenir de ces territoires d'outre-mer? Messieurs, il a paru au gouvernement que rien ne serait moins justifié que cet effacement, ni plus imprudent que cette prudence. Retour de Téhéran où il a conféré avec Churchill et Staline, Roosevelt annonce une année décisive. The underground resistance groups and the armies of liberation. They will provide potent forces against our enemies when the day of the counter-invasion comes. Il ne fait de doute pour personne que, selon le mot de Churchill, la guerre approche de son point culminant. It is a reasonable assumption that unless we make some grave mistake in strategy, the year 1944 will see the climax of the European war. 1944 will see the greatest sacrifice of life by the British and American armies.